Alors donc je vais revenir sur la lèpre, qui est considérée durant la seconde moitié du 19e siècle ici comme l'apanage des pays tropicaux à ce moment-là et des colonies qui sont nouvellement conquises par les Occidentaux, donc où elle se déclare rapidement à l'état endémique. De la même façon que Laurence Monet a pu le montrer à propos de l'Indochine, la découverte du bacille de Hansen, donc à l'origine de la lèpre, en 1873, et les premières théories sur sa transmission, ces découvertes-là interviennent à une période où l'Océanie est pleinement intégrée dans l'Empire français, donc entre les années 1860 et 1890. Les premiers cas de lèpre officiellement recensés dans ces colonies océaniennes datent donc de la même époque. Et moi, je me concentrerai plus spécifiquement ici sur la Nouvelle-Calédonie, qui est annexée donc en 1853, comme l'a rappelé Isabelle tout à l'heure. Les principales mesures qui sont prises pour lutter contre la maladie en Océanie permettent de comprendre la solution qui s'impose rapidement et durablement, à savoir, là encore, le confinement des lépreux, leur exclusion du champ physique et social de la communauté, hors de la ville et hors de la tribu. Cette politique sanitaire, elle s'inscrit aussi dans un contexte scientifique favorable d'ailleurs à l'internationalisation, dont le congrès de Berlin de 1897 est un peu le tournant pour cette affection. Et ensuite, il est confirmé par des congrès successifs. Et il recommande donc l'isolement et la ségrégation des lépreux dans le monde entier pour lutter donc contre la contagion. Effectivement, en fait, faute de parvenir à guérir ou même à soigner le mal, les autorités sanitaires tentent au moins de le circonscrire. Et le choix des modalités, des formes et des conditions de l'isolement reflète déjà la situation coloniale, et l'ensemble des mesures dépendent en fait en partie de la compréhension par les médecins du mécanisme, des vecteurs de diffusion, aussi de l'identification des maladies, enfin des malades, et de leur degré de contagiosité. Et donc le savoir sur l'étiologie de la lèpre est en plus encore en construction, ce qui rajoute forcément une difficulté. L'étude donc des politiques sanitaires et prophylactiques donne à voir les modalités et les enjeux de construction à la fois scientifiques et sociales des maladies en situation coloniale. Ce que Fleck a appelé le penser collectif, qui s'insère dans un style de pensée particulier, ici bien sûr occidental, participe de la production du fait scientifique et donc de pratiques aussi sanitaires et sociales dans ce contexte endémique. Or, le style de pensée, ici donc occidental, renvoie à la question du changement de paradigme scientifique, surtout à cette période des années 1890, où on passe à ce qu'on a pu appeler le réductionnisme biologique, c'est-à-dire on met vraiment la recherche bactériologique, la recherche ici du bacille, au centre des diagnostics, et ce qui permet du coup d'adapter la réponse prophylactique et de construire des nouveaux modèles sanitaires. Donc l'évolution des réponses proposées face à la lèpre reflète ce changement de paradigme scientifique, mais aussi les aménagements contraints des politiques de santé face aux vicissitudes thérapeutiques, comme face aux difficultés du terrain et aussi aux résistances des autochtones. Donc, j'étudierai ça entre les années 1890, le début de la prise en compte de la lèpre en Nouvelle-Calédonie, et les années 1930 environ, où là on a un changement plutôt dans la prise en charge des malades. J'y reviendrai si j'ai le temps en conclusion. Oui, j'aurais pas le temps, je vous ai mis ici des cartes, j'ai pas le temps de faire l'histoire et la géographie, disons, des léproseries, vraiment du confinement, des législations, des mesures qui sont des mesures différenciées, racialement et socialement prises à ce moment-là. Pour cela, je renvoie à différents travaux, à ma thèse éventuellement, qui n'est pas encore publiée, mais qui j'espère le sera, et à surtout un article Frontières de tôle et île-prison qui doit paraître dans l'année, et aussi à l'article très récent de Christine Salomon qui a travaillé elle spécifiquement sur la lèpre, quand mon article traite aussi en parallèle de la peste, parce que c'est intéressant de voir aussi ces confinements de la peste et de la lèpre en parallèle, et donc toujours ces mesures différenciées. En ce qui concerne les sources de cette étude, je vais les évoquer donc dans la première partie, mais elles ne permettent pas ce que Romain Bertrand a appelé une histoire à parts égales, malheureusement, mais elles permettent quand même de voir en creux les résistances des Kanaks, par exemple, et évidemment, ça serait quelque chose à compléter, ces archives-là seraient à compléter
par des entretiens sur la mémoire orale au sujet de la lèpre et au sujet de sa gestion coloniale, une mémoire qui apparemment est assez importante encore en Nouvelle-Calédonie et que je ne désespère pas de faire un jour. Donc tout d'abord, les premiers cas de lèpre en Nouvelle-Calédonie datent des années 1860, mais en fait, ils concernent des insulaires, des Kanaks ou des Néo-Calédoniens, des Néo-Zébridés. Et les premiers Européens touchés le sont seulement vers 1890. Et donc c'est seulement à partir de ce moment-là que les autorités sanitaires et médicales s'intéressent à la maladie. Mais dès lors, la maladie apparaît comme étant au centre de la pathologie calédonienne et de l'intérêt. Elle donne lieu vraiment à une production scientifique sans équivalent et à la mise en place aussi d'un arsenal législatif très conséquent, même si très difficilement suivi d'effet. On a entre 1890 et 1951 35 articles et une thèse qui sont exclusivement dédiés à la lèpre en Océanie, dont 34 en tout dédiés à la Nouvelle-Calédonie, ce qui représente en fait 20% de toutes les publications que j'ai pu trouver par les médecins sur l'Océanie, donc c'est assez considérable, c'est le cas d'aucune autre maladie, et c'est aussi ce qu'on retrouve dans les archives où 2 fonds sont dédiés à cette maladie-là, spécifiquement, ce qui n'est pas le cas non plus d'autres maladies. Et on peut... ne le voyez pas du tout, mais vous allez me croire sur parole. Donc normalement, les publications sont beaucoup plus importantes au moment où vous voyez en dessous les dates des congrès internationaux, et en fait, on a des pics d'intérêt ou de regain d'intérêt pour la maladie, donc dans les années 1890 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, et ensuite dans les années 1920-1930. Autre preuve de cet intérêt-là, l'Institut de bactériologie qui est créé, de microbiologie, qui est créé à Nouméa en 1913, par le docteur qui est missionné spécialement pour la lèpre, et cet institut est dédié vraiment à l'étude de la lèpre. On peut aussi voir que la Nouvelle-Calédonie est un terrain d'étude majeur sur la lèpre parce qu'elle affiche le taux de lépreux le plus élevé de tout l'Empire français, qui oscille entre 1,5 et 2,5% sur la période. Dans le reste de l'Océanie, c'est plutôt à 0,5%, et dans toutes les autres colonies et dans la moyenne de l'Empire colonial, c'est plutôt en dessous de 0,1%. Donc c'est vraiment un terrain très important pour cette étude-là. La question de l'origine de la lèpre en Océanie, et plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie, vient recouper aussi pour les médecins celle de l'étiologie, mais aussi il y a tous ces enjeux de responsabilité à attribuer à telle ou telle population pour l'introduction ou non de la lèpre. Et en creux, les possibles prédispositions raciales attribuées à la maladie. Et donc forcément, ça influe sur les politiques sanitaires et les mesures à mettre en place. Est-ce que ce sont les Européens, les Français, qui sont responsables de l'introduction de la lèpre, ou est-ce qu'elle préexistait en Océanie? Ça, c'est assez récurrent dans les écrits des médecins. On a aussi le poncif de son introduction par la diaspora chinoise, qui permettrait de se dédouaner aussi de cette responsabilité, mais que souvent les médecins récusent. Et donc, ils essaient de faire cette sorte de généalogie de la lèpre. Autre point crucial des débats de la fin du 19e, c'est celui de la contagiosité de la lèpre, supposée, affirmée ou déniée, ça dépend un peu par qui et à quel moment. On a encore au début de la période des partisans d'une transmission héréditaire, de ce qu'on pourrait appeler une hérédolèpre, qui n'empêche pas finalement l'isolement, puisque ça limite les unions, donc ça limite la transmission à la descendance. À partir du congrès, notamment de Berlin, cette théorie est fait long feu, et on est plutôt, tout le monde est à peu près partisan de la contagiosité de la lèpre qui s'impose et qui du coup, forcément, appelle à un confinement d'autant plus des malades. Toutefois, le mode de transmission reste incertain et le problème de la contamination des enfants reste aussi central. Est-ce qu'il faut séparer obligatoirement les enfants de lépreux de leurs parents dès la naissance? Est-ce qu'ils peuvent être contaminés lors de l'accouchement? Est-ce qu'il y a une prédisposition ou au contraire une immunité? Cette question-là, elle reste assez importante.
Et puis, on se demande si comment se fait la transmission. Est-ce qu'elle se fait par des contacts intimes, l'alimentation ou des vêtements qui auraient été manipulés par des lépreux? Est-ce qu'elle peut être favorisée par la nature du sol, transmise par des insectes, des moustiques, des mouches, différents insectes vecteurs? Et donc, ces incertitudes étiologiques assez durables expliquent la volonté de la part des autorités sanitaires comme administratives d'imposer donc cet isolement très rigoureux. On voit bien donc que l'état du savoir médical influence les politiques sanitaires. Et enfin, dans les années 1930, on a les travaux du professeur Marchou qui sont diffusés et qui montrent qu'il faut un contact étroit et prolongé avec un lépreux contagieux, ce qui permet en fait d'alléger les mesures d'isolement. Mais pour les médecins, il faut quand même aussi s'assurer de l'identification de la maladie et de la contagiosité. Là, je reviens pas en détail, ça a déjà été évoqué. On a des difficultés d'identification parce que les formes peuvent ressembler à d'autres, au pian, au scorbut, même à la syphilis. Et là, le traitement mercuriel de la syphilis est très dangereux pour les lépreux, donc c'est encore un problème supplémentaire. Et puis, du coup, avec cette arrivée de la bactériologie, c'est d'autant plus important d'y avoir recours, comme le montre le pharmacien Gaucher en 1898. Il fait une étude bactériologique de tous les lépreux qui sont isolés, et en fait il montre qu'il y en a beaucoup qui en fait n'ont pas le bacille et donc ne sont pas contagieux, voire ne sont pas lépreux et donc ont été isolés pour rien. Donc il recommande vivement les contrôles bactériologiques systématiques pour éviter les erreurs. On a aussi la question de la prédisposition de la race qui est évoquée par les médecins. Difficulté de diagnostic accentuée par les peaux foncées, c'est souvent mis en avant. Ce que nous on attribue aujourd'hui à des facteurs immunitaires et aux gènes et à ce moment-là attribué à donc l'influence des races comme facteur prédisposant sur les formes ou les formes observées sur les individus. On voit aussi que les interactions lors des consultations révèlent une certaine fracture non seulement linguistique mais aussi culturelle entre les médecins, des incompréhensions, et à ces difficultés s'ajoutent des préjugés, des conceptions racistes. Je vous ai mis ici une citation du docteur Legrand qui en fait teste l'anesthésie qui est due à la lèpre sur des patients kanaks, et pour eux en fait pour lui, il critique en fait leur propension à dissimuler leur état, au lieu d'attribuer ça en fait à une peur, évidemment, des conséquences qu'un diagnostic de lèpre pourrait impliquer. Il en fait une caractéristique intrinsèque à leur race. Mais cette lecture racialisante dominante, elle exclut pas parfois quand même des approches plus nuancées. En 1931, le docteur Laquiez reprend un rapport de la SDN qui met en avant le rôle de la sous-nutrition et de la malnutrition. Et là, il dit bien que en fait, c'est la faute des Européens, des colonisateurs qui ont récupéré les meilleures terres. Donc les connaissances relatives à la lèpre durant la période considérée, balbutiante donc, et parfois parasitée par des conceptions racialistes inhérentes à l'époque, la politique sanitaire de lutte contre la maladie, dictée ou du moins bien souvent influencée par les médecins coloniaux, s'en trouve de fait infléchie, faute de parvenir à identifier clairement les processus de contamination et à obtenir, on va le voir, un traitement un tant soit peu efficace. Le confinement strict s'impose, et avec des confinements différenciés. Néanmoins, il y a un point sur lequel toutes les populations se retrouvent à peu près sur le même plan, c'est la question du traitement, ou surtout l'absence de traitement efficace jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a plusieurs essais de traitement curatif qui se succèdent sans succès. Certains reflètent la situation coloniale, avec des hiérarchisations raciales et aussi sociales. Par exemple, le sérum de Carrasquilla, qui est envoyé par un léprologue colombien, il est testé sur un lépreux
sur un libéré du bagne, et ensuite, lorsque le service de santé produit de nouveaux flacons à partir de cette formule, disons, ces nouveaux vaccins, sérums, sont testés à nouveau sur des lépreux d'origine pénale qui servent de cobayes, ce que j'avais aussi pu constater pour les vaccins contre la peste. Donc on voit bien ici cette forme de hiérarchisation aussi sociale. Et puis, on voit aussi que l'administration n'alloue pas de moyens forcément important pour le traitement lorsqu'il s'agit des Kanaks. C'est la citation ici que je vous ai mis du docteur Nicolas. Donc les expériences multiples, successives ou concomitantes qui sont menées sur place par les médecins autour des substances curatives contre la lèpre témoignent d'une activité conséquente de la recherche scientifique et médicale à l'échelle locale. Mais toutes ces tentatives se soldent par des échecs, des ratés, qui font aussi de l'espace colonial un espace expérimental. Et de ce fait, il apparaît d'autant plus difficile pour les médecins de faire accepter ces palliatifs, à plus forte raison lorsqu'ils sont douloureux ou avec des effets indésirables, et donc de gagner la confiance des malades et de leur entourage. Et ça, c'est une entrave à l'adhésion aussi des Océaniens à une médecine occidentale qui semble bien impuissante. Les pratiques de contournement et de résistance aux campagnes de contrôle et de dépistage qui sont menées par les médecins. Donc on voit des fuites de la part des Kanaks, des fuites, des dissimulations de symptômes aussi. Ça montre bien justement d'ailleurs que ils ont bien acquis de nombreuses connaissances sur les manifestations cliniques de l'infection et qu'ils essaient de les cacher par des brûlures, par des poudres, etc. Et ça montre aussi tous ces contournements pour essayer d'échapper au diagnostic et à l'isolement, ils interrogent la construction sociale de la lèpre aussi dans la région. Si cette maladie comme objet dans le monde océanien existe peut-être depuis des siècles, indépendamment de son appellation sur laquelle je suis parvenue, ou de son identification, en fait, elle n'est construite qu'à ce moment-là comme objet scientifique et social tel qu'il est défini par les médecins coloniaux par et pour eux seuls. En fait, les réponses sociales et sanitaires qui sont apportées par les médecins, donc, correspondent à une définition nosologique et étiologique occidentale seulement, encore en construction en plus, on l'a vu, de cette endémie qui se développe, et pas nécessairement à celle que lui attribuent les populations océaniennes. Le paradigme contagionniste et la domination coloniale créent de fait une sorte de nouvelle lèpre qui impose l'isolement et qui se heurte pour les autochtones à leur propre lèpre immémorielle, celle qui survient par exemple lorsqu'on enfreint un tabou et ne trouve pas nécessairement sa résolution dans l'exclusion et l'isolement des individus atteints. Du coup, pourquoi faudrait-il tout à coup appliquer des mesures inédites et drastiques à un problème ancien pour évidemment la question qui peut se poser pour les Kanaks. Plusieurs conceptions de la maladie et des réponses thérapeutiques et sociales à lui opposer donc se confrontent à ce moment-là. Le docteur Tivolier le dit bien, il y a une opposition complète entre ce qu'ils sont et ce que nous leur proposons. Et effectivement, pour les Tahitiens, par exemple, la croyance en la contagiosité de la lèpre, elle est antérieure visiblement à l'affirmation européenne. Et d'ailleurs, on voit que la léproserie d'Orofara à Tahiti, sur Tahiti, est celle qui semble la mieux acceptée en Océanie. Les Kanaks, eux, ne croient pas alors à la contagion et donc ils n'admettent aucun confinement strict, tout au plus une mise à l'écart qui peut être d'ailleurs temporaire ou partielle de la communauté. De fait, pour que les Océaniens adhèrent aux directives sanitaires, il eût sans doute fallu qu'ils reconnaissent les symptômes de la lèpre comme ceux d'un état réellement pathologique et inédit, basé sur une clinique nouvelle. Or là, les signes cliniques ne diffèrent pas à leurs yeux de leur lèpre ancienne, et un état auquel pouvait répondre une thérapeutique nouvelle et efficace, ce que les médecins étaient en peine de leur offrir. Nous pourrions dire que ce sont donc les Kanaks qui déterminent leurs limites entre pathologique et normal, puisque la maladie et la santé sont le fruit d'un ressenti impliqué dans un réseau complexe et particulier de croyances, d'habitudes, de connaissances. Or là, la médecine coloniale, elle tente d'imposer sa propre normativité biologique. Et donc, pour conclure, je dirais que la politique sanitaire française en Nouvelle-Calédonie
et c'est d'autant plus visible donc avec la gestion de la lèpre, se heurte à de nombreux problèmes qui sont multifactoriels et qui se superposent bien souvent, qu'ils soient scientifiques, matériels, mais aussi culturels et politiques, puisque les Kanaks et dans une moindre mesure aussi les condamnés et les engagés se soustraient longtemps aux exigences et au contrôle de la médecine occidentale et de ses acteurs. Bien qu'il ne soit pas totalement efficient, l'isolement imposé est d'abord pensé pour protéger en premier lieu l'extérieur, donc et surtout les Blancs, sans grande préoccupation pour le secours à apporter aux malades à l'intérieur des limites de la léproserie. Et donc, je vous le disais en introduction, le rapport de force tout de même semble s'inverser à la fin des années 30, surtout dans les années 1940, où l'exclusion a désormais au moins autant pour finalité la préservation des individus sains qu'un devoir d'assistance, de soins, voire de guérison, et donc de réinsertion des lépreux, et donc un changement aussi de profil dans les léproseries. Je vous remercie.